Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les intervenants et experts, chers amis de la presse, chers invités, Mesdames, Messieurs. Je suis Sostène Lembela, le président de la plateforme Pilux. Je vous salue tous et vous remercie de nous rejoindre. Nous vous avions promis de redoubler d'efforts à l'avenir pour garantir l'égalité des genres. Et nous avons tenu parole et promesse. La table ronde de ce soir sera dédiée au pacte européen sur la migration et l'asile. Après près de 8 années de négociations, le pacte sur la migration et l'asile a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 14 mai 2024. Il s'agit d'une réforme des règles européennes en matière de gestion des demandes d'asile et de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors que nous serions appelés à élire le nouveau Parlement européen le 9 juin prochain, alors que la guerre frappe à nos portes en Ukraine et au Moyen-Orient et que nombre de pays en Afrique, en Asie et dans le reste du monde ont basculé dans des conflits religieux, ethniques ou territoriaux, entraînant la fuite des millions d'enfants, des femmes et d'hommes, alors que les pays de l'Union européenne sont confrontés aux questions de l'accueil des demandeurs de protection internationale et de l'immigration illégale, sans être parvenus à concilier leurs valeurs humanistes, qui sont un socle essentiel de la construction européenne, alors que la solidarité européenne n'était pas parvenue à trouver des règles communes pour permettre un accueil digne et humain aux personnes fuyant les persécutions dans leur pays, alors que les partis d'extrême droite et d'autres mouvances populistes utilisent cette situation déstabilisante pour promouvoir le retour en force de la préférence nationale et d'autres théories identitaires rétrogrades semblent avoir le vent en poupe dans les différents sondages, le nouveau pacte européen sera-t-il la réponse attendue? Ce soir, nous allons donc essayer d'y voir plus clair. Dans cette situation complexe, aux facteurs multiples sur la réalité de cette situation et sur les solutions pour permettre enfin à l'Europe de se renouer avec ses valeurs. Je remercie donc les représentants des partis politiques d'avoir accepté notre invitation pour approfondir cette thématique qui nous tient évidemment à cœur. Mais avant de conclure, je tiens à remercier tout d'abord la ville de Luxembourg pour sa collaboration avec le Pilux. Je tiens aussi à remercier le ministère de la Famille et des Solidarités et du Vivre Ensemble et de l'Accueil, ainsi que l'œuvre nationale de secours de Grande-Duchesse Charlotte pour les subsides. Pour votre agenda, je tiens à vous annoncer notre prochaine table ronde sera sur les commissions consultatives du Vivre Ensemble interculturel. Et veuillez noter que ça sera pour le 13 juin au Centre culturel Gare de Luxembourg. À la fin de cette table ronde, un vin d'honneur vous est offert avec la possibilité de prolonger nos discussions. Je donne sans tarder la parole à notre modérateur,
et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne soirée et vive le Pilux. Merci Sosten. Et bien évidemment, je me joins aussi aux remerciements à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, bien évidemment avec le souhait qu'ils soient tous élus le 9 juin. Bon, ils sont 8, ça pose un petit problème parce qu'on n'a que 6 postes au Luxembourg, mais quand même, bon, il y a toujours la possibilité de se faire des illusions. Donc, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir parmi nous des personnes représentatives des listes les plus importantes qui seront présentes dans les élections du 9 juin. Peut-être vous remarquerez l'absence d'une liste parmi celles qui font partie de la Chambre. Si cette liste n'est pas présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas voulu être présente aujourd'hui, que ça soit clair. Donc, je remercie énormément la présence de Mme Isabelle Bisseler-Lima, elle est députée européenne et candidate pour la liste de la CSV, de M. François Fayot, député à la Chambre et candidat sur la liste de l'LSAP, de Mme Duna Bernard, candidate sur la liste de DEIGRENC, Mme Anastasia Jampolskaya, candidate sur la liste de DEILENC, M. Starsky Flor, candidat sur la liste des Pirates, Jana de Groot, candidate sur la liste de l'ADP, Monica Semedo, députée européenne et candidate sur la liste Focus, et Alexandre Chateau-Ducot, candidate sur la liste des Humains de Brec. Notre intention, c'est bien évidemment que chaque personne puisse s'exprimer, mais logiquement, dans un débat avec tellement d'intervenants, on est toujours obligé d'imposer certaines règles et surtout certains temps de parole que nos intervenants ont reçus par mail et ils savent exactement qu'ils sont limités dans les différentes questions qu'on va les poser à 3 minutes. Et après les 4 questions que nous allons formuler, ils auront aussi la possibilité de s'échanger entre eux pour, peut-être pour des répliques sur des choses qu'ils n'ont pas aimées sur les interventions des autres. Et finalement, bien évidemment, nous donnerons aussi la parole au public, qui est toujours quelque chose d'important et intéressant dans des événements comme ça. Donc, on commence avec la première question, qui va être maintenant formulée par Snezana Balcevic, qui, comme moi, c'est membre du conseil d'administration de Pilux. Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Alors on va... Pardon, non, j'ai oublié de dire une chose, peut-être toi tu allais le dire, mais l'ordre d'intervention, nous n'avons pas voulu rien inventer, simplement nous avons pris le numéro de liste, c'est-à-dire, vous savez que chaque liste se voit attribuer un numéro par un tirage au sort. Il y a la liste numéro 3, il y a la liste numéro 10, etc. Donc nous allons suivre strictement l'ordre de liste pour ne devoir rien inventer ni chercher des critères bizarres. On va reprendre alors pour la question numéro 1. Le nouveau pacte propose de remédier aux nombreuses failles de la politique d'asile européenne, en renforçant les contrôles aux frontières, notamment pour dissuader les candidats à la migration, et en organisant la gestion de l'asile, en particulier lors de situations de crise. Si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme qu'il s'agit d'un énorme pas pour l'Europe, certains députés dénoncent en réalité le recul de la politique, voire une réforme encore trop laxiste, tandis que du côté d'une partie de la gauche, on parle d'un effondrement des valeurs, ou même que le cauchemar rêvé par l'extrême droite se réalise. D'une manière générale, les compositions de départ de votre formation politique, est-ce que le pacte est une nécessité absolue? Est-elle une réforme absolument nécessaire? On va donner la parole à M. Fayot pour commencer. Bien. Voilà, merci. Et puis, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est effectivement une question délicate. Vous savez que Marc Angel, au Parlement européen, a voté pour le pacte. Ce n'est pas, je ne suis pas là ce soir pour faire l'avocat de ce vote ou de son choix. Je lui ai parlé de ce vote avant de venir. Et on a évidemment déjà parlé auparavant.
Je peux vous dire qu'il n'a pas voté ce pacte de gaieté de cœur. Nous sommes parfaitement conscients de des caractères très problématiques qu'il y a dans ce pacte, mais il l'a voté parce qu'il était d'avis que ça valait toujours mieux que la situation actuelle en matière de politique migratoire européenne. On était dans une situation où il n'y avait presque rien qui fonctionnait, et on peut être d'avis que ce pacte est mieux que rien, qu'il introduit un certain nombre de mécanismes qui représentent un certain progrès par rapport à la situation antérieure. Maintenant, il n'en reste pas moins que, encore une fois, il y a des choses très problématiques et que ce pacte ne reflète certainement pas ce que nous, socialistes, visons comme politique migratoire pour l'Europe. Il faut constater qu'il reflète l'état actuel de l'Europe en matière de politique migratoire. Il y a eu des reculs sur le pacte qui ont été imposés par le Conseil européen. Vous savez, nous savons tous c'est toujours un marchandage sur ces textes. C'était un texte qui a pris presque 10 années à être négocié, et on risquait, à ne pas l'adopter, à se retrouver dans une situation encore plus délétère, et à surtout donner une voie, un boulevard à l'extrême droite sur la question migratoire. C'est la raison pour laquelle notre représentant au Parlement européen l'a voté, sachant encore une fois que ce n'est pas un bon texte, ce n'est pas une bonne solution, mais c'est mieux que ce qu'il y avait auparavant. Pour le dire clairement, ce n'est pas l'esprit d'une politique migratoire tel que les conçoit le Parti socialiste. Nous sommes persuadés qu'il faut être beaucoup plus solidaire sur la question migratoire, qu'il faut avoir une politique d'accueil et de solidarité, évidemment aussi de solidarité entre les pays européens, qui ne fonctionnent pas du tout à l'heure actuelle. Il faut une solidarité évidemment à l'égard des pays d'accueil qui sont le plus confrontés immédiatement face à cette question. Voilà, donc on me fait les grands signes là au premier rang, donc je vais m'arrêter là, mais on aura sans doute encore l'occasion d'en parler par la suite. Merci. Merci, vous étiez bien dans le temps. On va continuer par Madame Semedo. Merci beaucoup et bonsoir, et merci au pays pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, est-ce que ce pacte migratoire et sur asile était une nécessité? Oui, parce que c'est une nécessité de choisir maintenant, on vote sur cela, ou ce sera plus jamais. En vue de l'extrême droite qui monte, on ne savait pas quelle sera la composition du Parlement européen au prochain mandat. Donc c'était important pour mon groupe, ma fraction au Parlement européen, Renew Europe, les démocrates et libéraux, de faire une solution, de faire un choix. Et donc, le pacte n'est pas parfait. On a beaucoup pensé et discuté là-dessus. Mais c'est une réponse. C'est une réponse à une situation très, très difficile, une situation qui concerne des milliers de vies et de sorts. Il fallait trouver là une décision. Il fallait aussi montrer et parvenir à prendre contrôle des flux migratoires et aussi de sauver des vies. Donc le pacte, ce n'est pas pour prévenir la migration, c'est de mieux la gérer et de voir qui est éligible pour le statut de réfugié au sein de l'Union européenne. Et l'accord au niveau du Conseil européen, donc des chefs d'État, avec une grande majorité, montre que ce pacte est bien équilibré. Et j'ai voté pour toutes
les 10 législations parce qu'il fallait prendre une décision. Mais c'était pas facile de prendre cette décision. Pour Focus en général, pour revenir sur cette question de mon parti, oui, ce pacte était aussi nécessaire, mais nous on opte pour plus de possibilités d'entrer à l'Union européenne par un moyen légal. Donc de créer plus de possibilités légales pour venir dans l'Union européenne. Et j'ai voté en faveur parce qu'il y a le mécanisme de solidarité qui, enfin, est obligatoire. Donc on a une solidarité obligatoire, mais aussi à tous les pays membres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse vivre ensemble avec ces milliers de personnes qui viennent à l'Union européenne parce que c'est une question de vie et mort. Et c'est sur ça qu'on discute ce soir. C'est la migration pour ceux qui fuient la guerre et la totalitarité. Merci beaucoup. La prochaine intervenante est Madame... On m'a enlevé la liste des noms, par contre. Madame Anastasia, merci beaucoup. Yampolskaya, oui. Merci. Pour la question que si le pacte est nécessaire, là, je vais vous demander pourquoi est-ce qu'on traite la question de migration comme un problème de sécurité et pas de problème humanitaire, en fait. Je trouve qu'il faut une alternative parce que le pacte actuel est inacceptable. Et il faut une alternative qui respecte les droits fondamentaux et le droit de l'homme. Et c'est en fait hypocrite de l'Union européenne de passer un pacte comme ça qui en fait ne respecte pas les valeurs européennes, ni la solidarité, ni l'humanisme. Ce que le pacte ignore, c'est les causes de l'immigration irrégulière, la pauvreté, les conflits, le changement climatique, les répressions. Et c'est les causes de notre système actuel, le capitalisme, qui est aussi de conséquences, toutes les causes de l'immigration aussi en conséquence du colonialisme, et l'exploitation des ressources. Et on trouve que d'abord, il faut en fait lutter les causes de l'immigration. Et après, comme alternative, il faut faciliter aux gens de demandeurs et demandeuses d'asile de ne pas faire ce trajet risqué, en fait de leur donner la chance de faire une demande légitime dans une ambassade européenne, peut-être pour évaluer dans leur pays si c'est possible, avant de risquer leur vie, de faire ce trajet long. Voilà, avec ce pacte-là, avec les expulsions forcées, on va pas résoudre le problème actuel. Voilà. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante alors sera pour le DP, Madame Diana Decaux. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut aussi voir un peu la réalité en face. On fait face à une montée de la droite en Europe, un sentiment d'anti-immigration en Europe, des gens qui cherchent des réponses. Et la politique, c'est tout. Il faut trouver des compromis, en fait. Et le système qu'on avait avant ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. On va en parler aussi plus tard, j'en suis sûre. Mais il fallait trouver un compromis. Et ça a été ce compromis qu'on a trouvé à ce moment. Par contre, trouver un compromis et dire qu'il faut protéger, faire en sorte que les droits humains internationaux sont bien respectés, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières années en Europe avec les pushbacks, avec la criminalisation de la solidarité sur les frontières européennes, avec les gens qui vont aider et qui sont mis en prison pour l'aide
aux migrants montre en fait que les pays, les États membres qui se trouvent, qui sont les plus affectés par la migration, ne trouvent pas de réponse et font des choses pareilles. Pour ne pas répéter ce qui a été dit avant, j'essaie un peu de vous donner des exemples, vu que moi-même, je suis assez sensible à ce sujet et je suis aussi sur le terrain. J'essaie d'aller chaque année à Lampedusa pour commémorer les gens qui ont perdu leur vie le 3 octobre 2013. J'ai parlé au bourgmestre là-bas, qui dit que quand il a pris son mandat, il s'attendait jamais qu'il allait devoir prendre autant de corps morts en fait, et que la situation elle est dramatique et qu'ils se sentent seuls. C'est important que les États membres soient forcés à faire quelque chose, parce qu'il y a d'un côté, on a des États membres qui vont bien sûr avoir des grands idéaux et dire qu'il faut faire ça, il faut respecter là, il faut faire ça, mais après, quand c'est à prendre de la responsabilité, ils ne vont pas le faire. Du coup, le pacte, c'est un chemin, il n'est pas idéal, mais c'est un chemin de négociation, c'est un début pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Et c'est un chemin qu'on devait prendre, sachant la situation actuelle de l'Europe. Merci. Donc, ça sera M. Alexandre Château-Ducot. Merci, bonjour à toutes et tous. Écoutez, moi je pense que ce pacte c'est une faillite de l'Europe. C'est la faillite des accords de Dublin qui n'étaient déjà pas des accords extraordinaires en matière d'immigration. L'obligation d'inscription dans le premier pays entrant, la délégation de la gestion des migrants par des pays extérieurs dont on connaît localement les droits de l'homme qui ne sont absolument pas respectés. Je parle de la Turquie, de la Libye, de tous les pays à qui on donne des milliards pour gérer notre problème. Il faut expliquer ce problème dans la perspective historique. Il y a le présent, le passé, le futur. Le futur, qu'est-ce que c'est ? Le futur, c'est le vieillissement de la population européenne. On est devant ce constat-là. L'Allemagne l'a bien compris, elle a accueilli 1,5 million de migrants lors des guerres en Irak. Pas par gaieté de cœur ou par valeur, mais parce qu'elle sait que sa population est vieillissante. Et tous les autres pays sont dans la même situation. Donc on doit accueillir des migrants et encore plus de migrants, et pas faire une sélection comme le pacte actuel est en train de le faire, de dire on va faire une sélection, la question de la solidarité, ça va être la solidarité, le choix des meilleurs éléments qui arrivent sur notre territoire, qu'on vide de ce qui est en fait les meilleures personnes en général qui vont être choisies, c'est-à-dire des médecins formés en Afrique, comme par hasard on va les accepter ici, et ils ne vont pas être localement actifs dans les pays pour développer les pays. Et c'est ce rapport entre l'Union européenne et les pays tiers qu'il faut questionner. Donc est-ce qu'il faut encore plus fermer et faire une sélection des personnes, ou est-ce qu'il faut ouvrir les frontières parce qu'on en a besoin, parce que le vieillissement de la population. Le deuxième point, c'est le présent. Le présent, qu'est-ce que c'est ? C'est la crise climatique. Il ne faut pas croire que nous, en fermant les frontières, on va se mettre derrière un mur, comme les Israéliens l'ont fait, en se croyant protégés. On voit que ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 600 millions de personnes dans les 10-20 prochaines années qui vont devoir migrer du fait du changement du climat. Donc si on ne se met pas ça en tête, on peut faire tout ce qu'on veut et faire des pactes les plus mauvais qui soient, les gens continueront à passer. La dernière chose, c'est le passé, et c'est le passé colonial de l'Europe. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays européens étaient des empires coloniaux. Les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. On a une dette envers le monde, on a une dette envers les pays tiers, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont dans un état de pauvreté du fait de ce colonialisme, de ce fait historique. Et je termine là. Donc cette dette-là, l'Europe se doit, par ses valeurs, de la réparer. Donc le passé, le présent, le futur. Merci bien. Alors pour le PSV, Madame Isabelle Deslandima, s'il vous plaît. Non. Après, Madame, s'il vous plaît. Donc, pardon, je vais essayer de voir avec le temps parce que je ne voudrais vraiment pas
dépassé. Je pense que ce pacte était absolument nécessaire, car il faut essayer de sortir de la situation actuelle. Ce qui se passe est inacceptable, tant sur le plan humanitaire, d'ailleurs surtout sur le plan humanitaire. Et puis, nous sommes dans une union, et cette union est là à être solidaire. Les pays d'accueil sont sous une pression énorme, et nous les laissons absolument livrés à eux-mêmes, ce qui n'est, à mes yeux, absolument pas acceptable. Donc, quand nous pensons à Schengen, quand nous pensons que ces frontières extérieures, ce sont aussi nos frontières, ça nous donne une responsabilité. Or, nous avons mis 8 ans à réussir à mettre en place ce plan. Nous sommes confrontés avec 27 pays différents, avec des gouvernements très différents, malheureusement certains très problématiques, à devoir trouver un accord. Et c'est l'accord qui a été trouvé, a été ce pacte-là. Cela a déjà été dit, mais je voudrais quand même le répéter encore une fois. Nous ne savons pas de quoi sera fait le prochain Parlement européen. Nous savons que l'extrême droite monte dans les sondages. J'espère qu'il se trompe, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais le risque est énorme. Et laisser cette situation pour le prochain Parlement européen, j'aurais estimé personnellement que ce serait ne pas prendre les responsabilités que nous devons prendre. Maintenant, il a très justement été évoqué que les problèmes sont multiples et que là où il faudrait en fait mettre les bouchées doubles, c'est en amont les raisons pour lesquelles les personnes partent, essayer de travailler sur cela, sur les raisons qui font que les gens partent, essayer d'aider à ce que ce ne soit pas nécessaire pour ceux qui ne veulent pas partir. Et puis, il y a aussi les voies légales de migration qui devraient être revues. Il faudrait que les personnes n'aient pas à se mettre en chemin pour un voyage si dangereux et où ils sont tellement abusés et où ils sont en fait traités très souvent comme une marchandise. Et donc, il y a toute une série de choses vraiment à faire. Aussi, après, quand les migrants arrivent chez nous et sont accueillis chez nous, il y a aussi là un travail à faire d'intégration intelligente pour tout le monde, qui est très importante et qui est aussi négligée et qui amène d'autres problèmes. Je vais m'arrêter là, on aura sûrement l'occasion de continuer par après. Merci. Merci à vous. Pour Die Green, Madame Donia Bernard, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on a 2 questions. Est-ce qu'une réforme est absolument nécessaire? Je dirais oui. Est-ce que ce pacte, comme il a été voté, est une nécessité absolue? Je dis non. Et je suis soulagée, contente de pouvoir représenter le seul parti et la seule eurodéputée luxembourgeoise qui a voté contre ce pacte il y a quelques mois, parce que ce pacte n'est pas la bonne solution. Même, je vais aller plus loin, je pense que ce serait mieux d'avoir l'ancien système qui n'est pas du tout bon et qui a besoin d'une réforme, mais que cette nouvelle proposition, où d'ailleurs la Croix-Rouge internationale, Amnesty International, des ONG luxembourgeoises comme Passerelle, Asti, nous disons quand même très très clairement que les conséquences de cette réforme vont être encore pires que la situation qu'on a pour l'instant. Et je pense, oui, la politique consiste en faisant des compromis, mais il faut aussi pouvoir qu'on se regarde dans le miroir et
là, les conséquences pour les demandeurs d'asile vont être inacceptables à cause des conditions inhumaines et qui vont faire face par rapport aux procédures, par rapport au screening, par rapport je dirais même, ils vont être emprisonnés dans des structures où déjà maintenant la société civile nous dit attention, on aura des problèmes face aux droits humains et aux conditions de vivre. Donc, on a maintenant un système qui se base apparemment, il a été dit, un mécanisme de solidarité obligatoire. C'est un mécanisme de solidarité où quand même des pays peuvent payer pour ne pas devoir prendre en charge des réfugiés. Et je pense que ça, c'est vraiment une solution qui me fait peur et qui me fait des soucis et qui ne peut pas être la bonne solution et qui, à la fin, va laisser les pays comme l'Italie, comme la Grèce, Malte, Chypre, dans une situation où ils doivent quand même encore prendre en charge beaucoup plus de demandeurs d'asile que les autres. Donc, je ne pense pas qu'on peut parler de la solidarité et je pense que le pire, c'est que les tensions vont grandir et ça jouera à la fin dans les cartes des extrêmes droites et des populistes. Merci. Alors, pour finir ce tour de table, M. Starsky-Flor, s'il vous plaît. Merci. Minou, vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Alors, je flash Minou. Alors, je vais commencer. Est-ce que le pacte est une nécessité? Ça, c'est la bonne question. C'est vrai qu'en vue des élections, ça n'a pas été une décision facile pour nos eurodéputés, mais on va voir, on va dans cette direction. On va dire que le pacte pourrait renforcer la coopération nationale et régionale en matière de gestion de la migration et de l'asile, favorisant ainsi une approche plus harmonieuse et solidaire entre les pays de l'Union européenne. À long terme, une gestion efficace de la migration pourrait mener à une société plus inclusive et diverse. Cependant, cela nécessite beaucoup d'efforts continus en matière d'intégration, la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité des chances nationales. Je sais que le pacte n'est pas idéal, mais nous, les Pirates, on n'a pas de députés européens, mais on a quand même, notre parti a quand même 4 représentants là-bas. C'est-à-dire, ils ont voté aussi contre ce pacte. Et mais il y a des raisons aussi. Le respect insuffisant des droits des migrants. Les Pirates estiment que le pacte compromet les droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile. Ils critiquent notamment les retours forcés et les détentions prolongées qui pourraient résulter à la mise en œuvre du pacte. La criminalisation de l'aide humanitaire, procédure de filtrage aux frontières, on trouve que la solidarité est insuffisante. Le parti critique également le manque de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. On soutient le mécanisme proposé des solidarités flexibles qui sont inadéquates et ne résoudra pas efficacement les défis posés par le flux migratoire. En résumé, on plaide pour une politique migratoire basée sur la solidarité, les droits humains et le respect des obligations internationales, critiquant ainsi ce pacte pour ces mesures qui jugent restrictives et potentiellement nuisibles aux droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile. Voilà, ça c'est la première question. C'est que nous étions bien dans les temps. Voilà. Je vous remercie. Ça nous permettra de passer déjà à la deuxième question. Le nouveau pacte instaure plusieurs nouvelles procédures. Une procédure de filtrage, dite aussi de screening, pour chaque entrée irrégulière aux frontières extérieures de l'Union et en cas de contrôle de police sur le territoire, ainsi qu'une procédure d'asile à la frontière
Point. La procédure de filtrage devrait permettre d'identifier les personnes entrant de manière irrégulière sur le territoire tout en déterminant la meilleure procédure à suivre par la suite dans leur chef. Les États disposeront de 7 jours maximum pour l'appliquer. Pendant ce temps, les personnes seront enfermées dans des centres clos se situant à proximité des frontières extérieures de l'Union, aussi appelés hotspots. Cette procédure ultra accélérée, 12 semaines maximum, recours compris, se déroulera dans des centres fermés à proximité des frontières extérieures de l'Union. Cela signifie que le Luxembourg aura la possibilité de placer aux rétentions des demandeurs d'asile dans un centre clos proche de l'aéroport du Findel, la seule frontière extérieure de l'Union dont dispose le Grand-Duché. Croyez-vous que dans l'ensemble, c'est une procédure qui respecte pleinement les droits des personnes candidates à l'asile et à la migration? Monsieur Fayot, s'il vous plaît. Je dirais que, bon, évidemment, c'est une procédure qui peut être absolument problématique. Ça dépendra dans une très large mesure de sa mise en œuvre, qui devra être au mieux humaine. Il y a dans ces règlements, et c'est probablement une bonne chose, ce sont des règlements, donc il n'y a pas de la marge de manœuvre que vous avez dans les directives avec les questions d'interprétation qui peuvent être, bon, dans certains États problématiques, comme ça a été dit, donner lieu à des politiques encore plus dures à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile. Pour moi, il est très clair que ces procédures devront être encadrées de manière très stricte, en veillant vraiment au grain à ce qu'elles soient, respectueuses des droits de l'homme. Il y a, et c'est une bonne chose, dans ce pacte, un mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme qui est important. Mais au niveau des procédures dans les États d'accueil, bon, vous posez la question au Luxembourg, je crois qu'on a, par le passé, en tout cas sous le précédent gouvernement, eu une politique humaine et une politique qui veillait vraiment à jouer à fond sur la solidarité et à avoir une culture d'accueil. Donc je crois qu'il faut à tout prix, dans le cadre de ce nouveau dispositif, maintenir cette philosophie et cette culture et faire en sorte à ce que ce soit à ce qu'on veille à la défense des droits de ces personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est tout ce que je peux vous dire. Encore une fois, ce pacte de migration n'est pas l'idéal, n'est pas une sinécure, c'est très loin de là, mais encore une fois, il présente encore une fois à nos yeux une amélioration par rapport à la situation exécrable que nous avons actuellement, que nous avions avant ce pacte en Europe. Merci. Madame Semedo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, je pose la question si tout le monde est quand même, si c'est clair qu'on parle de demandeurs d'asile, de demandeurs de protection internationale qui doivent fuir le terreur et la menace de leur vie, de leur propre et de leur famille, pour des raisons qui pour nous comptent ici en Europe comme des valeurs qu'on défend. On ne parle pas de migration comme mes parents l'ont fait dans les années 75. Au Cap-Vert, il n'y avait aussi pas de travail, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas rien, pas de futur. Et il y avait des moyens légaux à venir dans l'Union européenne pour chercher un meilleur futur pour eux-mêmes et leurs enfants. Et c'est pour ça que Focus, et moi aussi, je défends et j'appelle qu'on fasse possible plus de moyens, plus de voies légales
pour arriver en Europe. Par exemple, par le biais des ambassades, c'était mentionné, ou par le biais de l'Internet. Quels gens est-ce qu'on cherche pour notre marché de travail? Est-ce qu'on est éligible? Alors on reçoit aussi des visas. Bien sûr, l'Union européenne va aussi faire des progrès parce que j'ai encore demandé à la commissaire en charge pourquoi un Sénégalais est accordé pour le programme Erasmus, mais son visa a été refusé. Elle me demandait qu'elle va voir pourquoi ça se passe. Mais cette procédure, border procedure, sur les frontières, elle n'est pas idéale. Mais aussi le fait que, par exemple, des mineurs non accompagnés ne doivent pas passer cette procédure. Il y a aussi des veilleurs aux droits humains, aux droits de l'homme. Les États membres doivent le mettre en place. Ça, c'est une régulation qui le dit. La Commission va mettre en œuvre un plan, disons, d'action pour implémenter toutes ces mesures et les États membres sont en charge de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Et il y a aussi l'agence FRA de l'Union européenne qui va donner des lignes de guide ainsi que les États membres puissent le faire. Aussi pour les relocations, il y a toujours en faveur de relocation, pas pour payer pour les demandeurs d'asile ou qu'on ne veut pas accueillir. Le capacity building, donc les fonds, les contributions sont réduites à 20%. C'est au moins ce que mon groupe a défendu et que tout d'abord, la relocation est primaire. Mais il y a des sauvegardes, mais bien sûr, dans l'état de demandeur d'asile, il y a des droits qui sont limités, comme la mobilité, mais il y a aussi le droit d'un conseiller légal. Donc, il y a quand même des sauvegardes pour les droits humains et aussi sur le screening, les organisations peuvent intervenir aussi, sont bien acceptées de veiller à ce que ce soit respecté. Merci beaucoup. On va essayer de s'en tenir à autant. Pardon. Ce sera Madame Anastasia Jampolskaya, s'il vous plaît. Oui, je vais être courte. Pour répondre à la question, non. Ce pacte, les mesures pour les centres de rétention à Findel ne vont pas respecter les droits humains, ni les droits de l'enfant. Le procès long va prolonger la période de rétention de ces gens et va impacter négativement leur santé mentale et physique. Et comme Madame Semedo m'avait dit, que c'est des gens qui fuient des menaces. Et pourquoi alors on les tient dans des centres où il y a des conditions de prison, où ils sont maltraités, ils n'ont même pas la possibilité, où c'est très difficile d'avoir l'accès à une assistance juridique. Donc voilà, non, tout simple, non, il n'y a pas de respect de droits humains ou correction. Une petite correction. Non. Ok. Non. Parce qu'on parle de 3 mois, on parle pas Après. de. Oui, mais 3 mois, c'est long. Merci. Madame Yannabi, s'il vous plaît. Moi, je rejoins qu'est-ce que Madame Semedo elle vient de dire. Je pense que le pacte, là, il a des garanties à l'intérieur qu'il faut qu'il soit respecté. C'est pas tout le monde qui fait face à cette procédure de screening. Il y en a qui sont en dehors de ça. Il faut faire en sorte que ce qui est mis dans ce pacte, les garanties de sauvegarde des droits humains, soient aussi respectées. Et ce pacte, il reste sous le contrôle des institutions et des tribunaux compétents. Ça, c'est une chose très importante qui est aussi garantie avec ce pacte. Bien sûr, il y a des pactes et il faut aussi respecter ce qu'il y a dans le pacte, mais c'est quand même important que ça soit cadré. Et ça, c'est dommage de dire qu'il n'y a rien qui est planifié dans le pacte parce qu'il y a quand même des garanties qui sont dans ce pacte. Merci.
Monsieur Alexandre Château-Ducamp. Oui, bon, on va mettre un peu d'animation dans ce débat. Moi, hotspot, centre fermé, ça me fait penser à une autre époque, ça me fait penser à un camp de concentration. Puisque c'est ça, on enferme des gens qui ne le désirent pas, qui viennent ici parce qu'ils sont brimés dans leur pays, ils sont martyrisés, ils viennent pour une raison, ils ne migrent pas par plaisir. Coucou, tiens, je vais aller faire un tour en Europe pour voir comment c'est. Donc on parle de l'extrême droite, de cette poussée d'extrême droite. Moi je pense surtout que l'Europe actuelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de donner des gages à l'extrême droite pour essayer de les contenir, mais en allant dans leur sens. Puisque c'est en se disant, bon, on va essayer de rester nous dans notre groupe et d'exclure l'extrême, en leur disant les vilains, mais seulement on va dans leur direction. Moi je pense surtout que l'Europe a un problème avec l'étranger. Elle a déjà un problème avec l'étranger en son sein. Moi je suis français. J'ai migré pour des raisons également économiques, mais je peux être expulsé du Luxembourg. Si je n'arrive pas à avoir une capacité financière qui me permet de rester là, le Luxembourg est en droit de me dire « tu rentres en France ». Ça se passe déjà, hein, je vous le dis. Bon, je suis en capacité d'assurer mon existence au Luxembourg, mais des Français, par exemple, sont expulsés de Belgique, notamment en Flandre. Bon. Donc vous voyez, je pense qu'il c'est ce rapport-là à l'étranger qui est à questionner dans l'Europe. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, on va les enfermer d'abord pour voir un peu leur situation. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont être déboutés au bout de ces 8 jours ? Ah ben on va affréter des charters, les fameux charters qu'on est en train d'unir en Grande-Bretagne, le gouvernement anglais qui veut renvoyer au Congo tous ceux qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? On va les renvoyer alors peut-être dans des hotspots à l'extérieur des frontières, où là on va se cacher les yeux. On a signé des accords avec les États en leur disant « vous avez intérêt à respecter les droits de l'homme ». On sait ce qui se passe. Hein, on connaît tous les rapports des ONG qui sont dans ces camps-là. Hein, les viols, les brimades, les mafias, payer de nouveau pour essayer de passer, etc. Je ne veux pas faire toute l'histoire, refaire toute l'histoire. Mais on voit qu'on est dans des demi-mesures et on ne prend pas conscience des problèmes à venir et des situations réelles des gens. Alors on peut avoir de très beaux discours humanistes, mais ce pacte-là, ce n'est pas ça du tout. Merci. Madame Vestalima, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a marqué la question, c'est croyez-vous que dans l'ensemble, c'est une procédure qui respecte complètement les droits, etc. Pour moi, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est une question cela doit être fait, c'est tout. Il y a des règles, elles doivent être respectées. Les contrôles sont prévus dans ce pacte. Il faut que la Commission, l'Union européenne, se donne les moyens que ces contrôles soient faits. C'est extrêmement important. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Il faut. C'est pour ça qu'on fait ces règles. C'est pour qu'elles soient respectées. Maintenant, nous avons des frontières. Les frontières, elles sont là. Elles ne sont pas totalement étanches, mais elles sont là quelque part, si je puis me permettre, pour être respectées. Vous savez, les personnes arrivent aux frontières, soit avec des documents qui autorisent leur entrée sans condition, ou elles sont là pour venir faire des vacances, ou elles arrivent avec un visa pour une certaine durée, ou pour plus longtemps, ou autre. Vous savez, peu importe que cette personne qui se présente à la frontière, qu'elle vienne d'un pays africain ou qu'elle vienne du continent nord-américain, que ce soit un Canadien ou que ce soit un Congolais, en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Il faut que ce soit en fait les mêmes règles. Ensuite, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des personnes qui fuient et qui arrivent ici et qui nous demandent l'asile. Eh bien, ça doit être, et je crois que ça m'étonnerait que parmi les partis que vous avez ici, qui sont au milieu, vous trouviez quelqu'un qui dise que cela ne doit pas être respecté. Il faut que le droit à l'asile soit respecté. Maintenant, nous savons que nous avons beaucoup de personnes qui se présentent à nos frontières, qui demandent l'asile, mais qui ne vont pas avoir le statut. Alors on dit que c'est trop rapide ce qui est proposé. D'un autre côté,
moi, je me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, d'entendre tellement de critiques par rapport à ces procédures qui durent tellement longtemps, où les personnes s'installent, commencent à avoir un semblant de vie et ensuite doivent partir quand même parce que leur statut le statut ne leur est pas donné. Alors, c'est tellement difficile parce qu'on sait les conditions qui sont là et les difficultés des personnes qui arrivent. Nous nous sommes donné un certain nombre de règles et il faut qu'on les applique de la manière la plus humaine possible, avec les garanties, avec les contrôles qui doivent être faits. Et puis, il va falloir qu'on voit, surtout pour ce dont on a parlé au départ, c'est-à-dire voir les conditions de vie là-bas, qu'elles soient améliorées et que des voies légales soient faites pour que justement, si les personnes ont l'espoir de trouver un moyen légal de venir, il faut espérer qu'il y en aura moins qui se mettront en route sur ces chemins tellement difficiles où ils sont exploités. Merci beaucoup. Madame Bernard. Donc, pour commencer, on a des traités internationaux, des conventions internationales qui règlent la demande d'asile. Et ces gens, ils fuient des pays de guerre, des situations où ils souffrent de violence, de peur, de faim, donc des situations horribles. Et ces gens, ils arrivent aux frontières européennes, ils puissent aussi arriver chez nous, et ils sont traités dès le début d'une manière un peu comme des prisonniers. Parce qu'ils arrivent dans ces centres de détention qui, à la fin, sont assez semblables quand même à des prisons. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà visité des centres de rétention. Ce ne sont pas des endroits qui sont très chouettes à y vivre. Donc il y a des gens qui arrivent ici, qui fuient des guerres, qui arrivent ici et leur premier contact au Luxembourg ou en Europe, ce sont des centres comme ça. Et je pense que ça, déjà par principe, ça représente notre accueil en tant qu'Union européenne. Ça me fait triste et je pense que c'est déjà vraiment un signe de faiblesse de l'Union européenne. Le risque, c'est que la rétention peut être prolongée à l'infini, également pour des familles avec des enfants et déjà de bas âge. Donc là, on a clairement engagé une piste, une direction avec ce pacte qui me fait des soucis et où on met des gens en prison juste parce qu'il leur manque un tampon, un statut. Et c'est dans cette période-là où c'est le premier contact d'arriver en Europe. Pendant les négociations de ces textes, notre groupe des Verts s'est fortement opposé par rapport à cette rétention de demandeurs de protection internationale et nous avons prononcé fortement aussi nos soucis par rapport à ces nouvelles procédures qui ne viennent porter atteinte aux droits procéduraux des demandeurs ainsi qu'à leurs libertés fondamentaux. Et en vue d'une création au Luxembourg, ça a été dit, une structure près du Findel, nous allons l'accompagner avec vigilance et avec beaucoup de soucis, parce qu'il est important que les conditions de vie soient respectées, les mécanismes de contrôle doivent être mis en place, et aussi les organisateurs civils et indépendants doivent avoir accès à ces structures pour contrôler le respect des droits fondamentaux et des personnes enfermées. Et je pense que là, notre gouvernement doit jouer un rôle très, très vigilant par rapport à la création de ce centre. Merci beaucoup. Monsieur Flore, s'il vous plaît. Bon. Je crois que nous tous présents ici, on est d'accord qu'une personne qui doit fuir son pays en raison de guerre ou parce qu'il est poursuivi,
l'accueil devrait être bien sûr garanti et sans problème. C'est-à-dire, il faudrait, si on voit le système qu'on avait avant, parce que là je prends l'exemple, ça m'a interpellé un peu parce que j'avais des amis aussi, où les parents ils vivaient au Luxembourg, ils ont travaillé, et puis à un moment donné il fallait qu'ils quittent le pays. Et là, ça montre quand même que c'est un problème des procédures qu'on avait. Donc les délais, ils n'étaient pas respectés. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu corriger, améliorer notre accueil au lieu de faire maintenant un pacte comme tel quel il a été présenté? Après, ce qu'il y a aussi, c'est que on est quand même, l'Europe, on est quand même accueillant. Je veux dire, si on regarde le modèle luxembourgeois, est-ce que le migrant... J'ai l'impression que le migrant, il est criminalisé. Donc tout ce qui vient en dehors d'Europe, c'est quelque chose de méchant, de pas bien. Et je trouve que c'est ça, au fait, dans la tête de chacun qu'on devrait changer. Et non faire un pacte comme tel, il a été présenté dans les 10 textes, je n'ai pas lu vraiment tout en détail. Mais quand on lit les centres de rétention pendant 8 jours, les gens qui fuient, qui se font enfermer, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Après, dans le pacte ici, on parle toujours de garantie qu'on va respecter nos droits fondamentaux et tout ça. Comme on le sait par le passé, les garanties ne sont souvent pas respectées. Donc, comment contrôler tout ça? Si je prends l'exemple avec la Turquie et tout ça, j'ai peur qu'avec ce pacte-là, on se crée des nouveaux problèmes, au lieu d'identifier les problèmes qu'on avait avant et de les améliorer. Et là, avec ce pacte-là, on va créer d'autres problèmes. Oui, financièrement aussi, oui, je comprends. Vous va, je t'en donne. Ok. Merci. Prochaine question. Le règlement. Merci. Le règlement relatif aux crises et aux cas de force majeure instaure quant à lui un mécanisme de solidarité obligatoire entre États membres. L'objectif affiché est d'apporter un soutien aux États confrontés à un afflux exceptionnel de demandeurs de protection internationale en se partageant la responsabilité de leur accueil. La solidarité prendra 3 formes, soit via la relocalisation de demandeurs, des contributions financières ou bien de l'envoi d'experts vers le pays en tension. Le poids de l'accueil reposera, comme dans le système actuel, sur les épaules des États ayant une grande frontière extérieure au sud et à l'est de l'Europe, et avec peu de moyens pour mettre en place des politiques d'accueil adéquates et respectueuses des demandeurs, Espagne, Italie, Grèce, etc. Doit le Luxembourg prendre part au mécanisme de solidarité en relocalisant autant que possible des demandeurs de protection internationale vers le Luxembourg? Faut-il garantir l'unité familiale des demandeurs de protection internationale au-delà de la notion de famille nucléaire? Monsieur Fayot. Vous me prêtez votre micro? Merci beaucoup, c'est gentil. Bien, bon, je pense que sur ces deux questions, je peux être relativement bref. Je voudrais juste remarquer en passant que ce mécanisme de solidarité par le portefeuille, évidemment, n'est pas très ragoûtant, mais c'est toujours mieux que ce qu'il y a à l'heure actuelle, parce que pour l'instant, non seulement certains pays ne prennent pas du tout de demandeurs d'asile, mais également il n'y a aucune conséquence financière. Donc c'est déjà là aussi une amélioration par rapport au statu quo. Première remarque. Ensuite, sur les deux questions, est-ce que le Luxembourg doit prendre part au mécanisme de solidarité en relocalisant autant que possible des pays au Luxembourg? Oui, certainement. Comme on l'a fait jusqu'à présent, on a cette tradition d'avoir accueilli beaucoup de demandeurs d'asile, et je crois que c'est quelque chose qui nous honore. On a toujours aussi plaidé sur la scène européenne pour plus de solidarité, pour cette culture d'accueil que nous avons toujours pratiquée ici au Luxembourg. Faut-il garantir l'unité familiale des pays au-delà de la famille nucléaire? Oui, aussi, très clairement. Ça fait partie d'une politique humaniste qui me semble assez évidente.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je dois vous dire aussi que je vais devoir partir à 20h30 parce que je dois aller chercher mon fils au basket. Donc vous m'en excuserez, je reste si j'ai le temps de passer encore pour la 4e question. C'est gentil, c'est gentil. Madame Semedo, s'il vous plaît, vous avez un micro. Ouais, merci beaucoup. Donc, premièrement, j'ai étudié et aussi habité à Trèves en 2016 encore. Et je passais chaque jour devant l'ancienne prison où il y avait des réfugiés et leurs enfants. Ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et c'est pour ça que ça n'avait rien à faire avec la border procedure. Mais celle-là, elle est limitée à 12 semaines. Donc, il y a des limites et pas de rétention éternelle. Et pour les conditions, je l'avais déjà évoqué, il y a pas seulement, non seulement les ombudsman des pays membres, mais aussi les organisations, les NGO, ONG, pardon, et d'autres qui peuvent intervenir, et l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne aussi. Donc, pour le reste, le Luxembourg, bien sûr qu'il doit montrer sa solidarité, que le Luxembourg a montré toujours. Ce qui est important, c'est la protection aussi des enfants. Donc, depuis le premier jour, les enfants ont des représentants. Et ce qui est important pour le Luxembourg et partout, c'est la bonne intégration. Et ce n'est pas facile de garder la paix sociale qu'on a. Donc, il faut travailler dessus. Depuis des années, depuis 2020, j'appelle au gouvernement luxembourgeois de mettre en avant un plan contre le racisme. 20 pays membres de l'Union européenne l'ont fait. Le Luxembourg manque malheureusement. Mais ce serait une bonne action de le faire et de voir comment on vit ensemble avec tous ces migrants qui sont part de notre société. Comment vivre paisiblement ensemble et garantir l'égalité des chances de tout le monde. C'est vraiment important pour moi et pour Focus aussi. Merci beaucoup. Madame Yamposkaya. Oui, merci. Donc pour nous, c'est clair que oui, Luxembourg doit prendre part au mécanisme de solidarité, mais une vraie solidarité qui est véritablement équitable et inclusif, donc une vraie solidarité qui est pas qui comprend toutes les discriminations et voilà. Inclusif, on dit aussi que les demandeurs et demandeuses d'asile qui sont victimes de violences fondées sur le genre et l'orientation sexuelle, qui eux aussi bénéficient du statut réfugié, où ils ont crainte de persécution. Et oui aussi qu'il faut assurer l'unité familiale et il faut faciliter l'intégration et au droit de regroupement familial. Luxembourg doit relocaliser autant que possible. Et on a vu qu'avec les réfugiés de l'Ukraine, que Luxembourg peut le faire, et il choisit de ne pas le faire maintenant. Et quand on parle de solidarité, on parle aussi d'intégration. Il ne faut pas juste, parce que les gens qui viennent, ils sont mis à quart, il faut les intégrer. Et qui dit intégration dit aussi société et travail. Et nous, on revendique que le droit de travail pour tous les demandeurs et demandeuses doit être... Que le droit de travail pour les demandeurs et demandeuses, dès qu'ils ont travaillé 6 mois, doivent automatiquement bénéficier d'un droit de séjour. Et même si leur demande d'asile a été traitée pas dans un certain délai, de toute façon, il faut les intégrer. Voilà. Merci. Madame de Groot, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, le Luxembourg doit participer aux efforts de solidarité. Mais toutefois, il reste quand même crucial de reconnaître les efforts qui ont été faits par notre pays. Et j'aimerais bien vous sortir quelques chiffres que j'ai recueillis. Alors, en ce moment, on a au Luxembourg 8000 lits. En Belgique, il y a 17
fois plus d'habitants qu'ici, et eux, ils ont 34 000 lits. C'est-à-dire que si on compare ça, j'espère que vous me comprenez bien, mais si on compare ça avec le Luxembourg, au Luxembourg, on devrait avoir 1036 000 lits. France, pareil. Ils ont 120 000 lits avec une population de 65 millions d'habitants. C'est 100 fois plus que nous au Luxembourg. Et au Luxembourg, ça voudrait dire que si on le compare, vous me comprenez, on devrait avoir 800 000 lits. Je pourrais continuer. Je pense que le Luxembourg on a été solidaire et vu qu'on fait partie de l'Union européenne et on s'attend aussi, ou on peut encourager ou même forcer les États membres de notre Union à aussi prendre des responsabilités. Et c'est aussi une des raisons pourquoi ce pacte est un chemin vers la bonne direction, en tout cas une plateforme de discussion et un moyen de voir comment on pourra gérer ça dans le futur. Puis, qu'est-ce que je voulais... Oui, les dernières années, les gens sur le terrain ici, ils le disent aussi, ils ont été mis en épreuve avec la gestion des personnes qui étaient à la recherche de protection. Et sous le dernier gouvernement, avec Monsieur le ministre Asselborn, il y a même eu des listes d'attente qui ont dû être introduites ici au Luxembourg. C'est une décision qui n'a pas été légère pour le gouvernement, mais vu que leur capacité d'accueil a été fortement sollicitée, on n'a pas eu vraiment le choix. Il s'agit d'une situation complexe qu'on pourra juste gérer ensemble en tant qu'union. Et je ne vais pas me répéter, je suis d'accord avec vous. Moi-même, voilà, je ne vous dis pas juste ici mes idées, mais moi-même, je travaille aussi dans le domaine. Je suis aussi sur le terrain et c'est vrai que les droits et les protections les dernières années, les dernières 10 années n'ont pas été respectés avec notre dernier régime, et ça ne voudra pas dire que les États membres vont tout à coup le respecter avec ce nouveau pacte, mais c'est la raison pour laquelle l'Union européenne doit se donner les moyens vraiment de faire des contrôles, de voir à ce que les droits soient respectés, les droits humains soient respectés. Voilà. Merci. Monsieur Alexandre Château-du-Cot. Oui, l'argent, c'est bien sûr le nerf de la guerre. Hein, donc, moi, je voudrais juste raconter une histoire de migration. Une histoire de migration, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas des gens qui arrivent et qu'on va mettre dans un camp parce qu'ils n'ont pas une carte de séjour ou ils n'ont pas fait la bonne demande. C'est des gens qui prennent des risques énormes, qui se noient, qui meurent, dont on leur tire dans le dos, notamment leurs passeurs s'ils n'ont pas assez payé parce qu'on va les racketter après. Enfin, c'est des gens qui arrivent dans des situations psychologiques et sanitaires dramatiques. Donc, et on va les enfermer 8 jours. Bon. Ceci dit, ils vont être enfermés 8 jours et puis on va leur dire, bon, mais choisis un pays. Enfin bon, je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner, mais ça, on ne nous le dit pas. Mais allez, tiens, on va t'en donner 10 en Suède, on va t'en donner 100 en Allemagne, 50 en France, etc. Bon, je ne pense pas que ça va fonctionner, mais on peut avoir certaines illusions. Le nerf de la guerre, je disais, la finance, effectivement, il faut financer les pays qui sont confrontés à ça. Ils sont confrontés parce que géographiquement, ils y sont confrontés. Ce n'est pas parce que les gens ils veulent aller en Italie, en Grèce, à Malte ou à Chypre. C'est parce que c'est le premier niveau. Et donc, il faut leur donner de l'argent. Et c'est là où il faut prévoir des budgets pour l'accueil sur place, et pas enfermés, évidemment, mais avec des structures qui leur permettent d'être résilients et de pouvoir justement se reconstruire. Et d'après, pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes où ils vont. Moi, je voudrais quand même saluer la politique du Luxembourg. On ne peut vraiment pas leur jeter la pierre. En matière d'accueil, c'est un pays exemplaire. Vous avez rappelé les chiffres. Moi, je suis tout à fait honteux de vous dire que je suis français, effectivement, par le nombre de lits et le nombre de personnes accueillies, notamment pendant la période de la grande migration de millions de personnes entre 2015 et 2020. Je voudrais juste rappeler les chiffres quand même, parce qu'en plus, vous les avez mis dans la feuille. On parle de 1,14 million de demandes, 335 000 en situation irrégulière. Dans le monde entier, hein, c'est 200 millions de personnes qui migrent. Moi, je voudrais voir où est le problème. Hein. C'est-à-dire que 1% des migrants, ils viennent en Europe. C'est ça la réalité des choses.
Et tous les autres, ils sont normalement aux frontières des autres pays, notamment en Afrique, notamment au Proche-Orient, également un peu en Asie. Mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on parle on fait le jeu de l'extrême droite en mettant en exergue ce problème-là, alors que, ok, il y a des problèmes parce qu'il y a une mauvaise intégration, mais le fait est que ce n'est pas une invasion. C'est ça qu'il faut aussi penser dans ce débat-là. Merci. Madame Vesla-Lima, s'il vous plaît. Merci. Je vais être très court parce que je crois que ce qu'il y avait à dire a été dit. Évidemment que le Luxembourg doit prendre part au mécanisme de solidarité en relocalisant proportionnellement à sa population et même en allant au-delà, ce qu'il a largement fait. Et je pense que nous devons continuer cette même politique, absolument. Quant à la famille nucléaire, je suis d'avis qu'il faut être généreux, il faut faire, bien sûr, voir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, mais il faut chercher à être généreux. Et puis je voudrais quand même aussi dire que le pacte prévoit que la Commission, de toute façon, revoit la définition de famille tous les 3 ans. Donc ça va être fait prochainement. Merci. Merci à vous. Et Monsieur Flore, pour conclure. Non. Oh, pardon. Ok, Juna, do that. Merci Starsky. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Donc oui, le Luxembourg a joué un rôle positif dans la question migratoire jusqu'à présent. Et je suis très fière de notre gouvernement par rapport à cette position. La solidarité, elle va étroitement ensemble avec l'accueil et l'intégration. Et j'espère que dans cette optique, le nouvel gouvernement continuera les efforts qui ont été faits. Je vois notre pays clairement dans un rôle de leader qui ne s'achète pas une bonne conscience en envoyant de l'argent dans des pays frontiers, mais qui assume sa responsabilité comme jusqu'à maintenant et qui offre un accueil humain et digne de notre pays riche. Quand on parle de solidarité et de ce mécanisme, je regrette quand même une chose, et je suis là très critique aussi avec mon parti, parce que dans les dernières 10 ans de gouvernement, on n'a pas assuré un mécanisme de solidarité au sein du Luxembourg par rapport au centre d'accueil pour des DPI ou BPI dans notre pays. Donc là, les communes, quelques-uns prennent des demandeurs d'asile, d'autres pas. Donc il n'y a pas un système de quotas au niveau national. Et je pense que c'est assez bizarre que maintenant tout le monde salue qu'on a ce mécanisme en Europe, mais nous, au Luxembourg, on n'arrive pas à le faire. Et le dernier gouvernement n'a pas arrivé à le faire. Et j'étais d'autant plus très, très content et positivement surpris par rapport à l'accord de coalition de ce nouvel gouvernement qui ont quand même introduit une formulation assez précise dans la direction qu'il faudrait trouver des solutions concrètes avec les communes pour assurer un meilleur accueil de toutes les communes de ces DPI. Maintenant, la semaine dernière, les ministres Hahn et Gloden ont donné une réponse à une question parlementaire qu'ils ne veulent pas introduire des quotas, ce que je regrette profondément, et je pense que c'est un peu absurde qu'on discute positivement de ce mécanisme au niveau européen, mais au niveau luxembourgeois, ni l'ancien gouvernement, ni le nouvel a assuré à le prendre. L'autonomie communale et une santé au Luxembourg, et je pense que ça, c'est dommage. Donc là, je suis un peu critique par rapport à nous tous. Pour le reste, je peux confirmer les deux questions. Je pense qu'il faut un Luxembourg fort et solidaire dans l'accueil, et aussi par rapport à la question de l'unité familiale en dehors de la famille nucléaire. Voilà. Merci. Monsieur Flore, s'il vous plaît. Oui, merci.
Alors, je trouve que l'accueil au Luxembourg, elle est quand même, par rapport à d'autres pays, on pourrait être l'exemple. Mais notre exemple, on peut l'améliorer. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer notre culture d'accueil et améliorer de façon, comment dire, je vais reprendre. L'idée de Juna, là, ce que j'ai dans en tant que conseiller de la commune aussi, c'est que pour la relocalisation, on pourrait intégrer chaque commune. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'accueillir les gens et de les regrouper tous dans un même point, on pourrait les relocaliser autour de chaque commune. Donc, si chaque commune prend des personnes avec leur famille, quand on parle de regroupement familial, ce serait beaucoup plus facile de les intégrer. L'autre point aussi, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on les laisse pas travailler, participer à l'école et de faire partie de la société. Donc si on les regroupe vraiment dans les différentes communes, on pourrait améliorer, je veux dire, je comme le pied. C'est une approche beaucoup plus respectueuse envers les citoyens luxembourgeois et les citoyens étrangers. Donc ça, ce serait une idée qu'on pourrait développer. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai participé à un forum. Et là, l'idée a été quand même approfondie par d'autres gens. Donc l'idée, elle est là. Donc il faudrait juste essayer de pousser un peu plus les communes et le gouvernement à avoir cette approche-là, avec le ministre et tout. Le regroupement familial, je crois que c'est très très normal. Je veux dire, quand on fuit son pays, on aimerait bien retrouver sa famille. Et si on n'a pas les moyens de retourner, il faudrait ramener la famille alors pour les regrouper, pour les rejoindre ensemble. Et c'était quoi encore Ouais. C'était déjà ça, merci. Oui, c'était... Oui. Ouais, la famille nucléaire, c'était ça. Merci beaucoup. On va passer vite à la question 4 pour profiter encore de M. Fayot qui est pressé. Alors, au cours de l'année 2023, 2454 personnes ont introduit une demande de protection internationale au Luxembourg. Près d'un tiers des demandes d'asile enregistrées en 2022 sont des doublinaires. C'est-à-dire que parce qu'elles sont entrées régulièrement ou irrégulièrement, ou parce qu'elles ont déposé une demande d'asile dans un autre État membre ou associé. Le Luxembourg considère qu'elle n'a pas examiné leur demande et doit transférer dans un autre État. Malgré les efforts déployés pour mettre en œuvre ces expulsions intra-européennes, les résultats demeurent faibles. Ne serait-il mieux de remplacer le mécanisme actuel de Dublin par un système qui tient compte des choix de la personne qui sollicite l'asile selon ses attaches familiales, ses compétences linguistiques ou son projet personnel, afin d'éviter la multiplication de situations d'errance et d'exclusion? Monsieur Fayot, s'il vous plaît, je vous complète mon micro. Merci beaucoup. Je peux être bref sur votre question. Je crois que la réponse est oui. Le système de Dublin est très loin d'être parfait, très très loin. Et très clairement, il serait préférable d'avoir un système où on tient compte effectivement des préférences des personnes, où elles veulent aller, des considérations familiales, etc. Donc ça, c'est pour moi une évidence. Je vais profiter du temps qui me reste pour dire quelque chose de plus général, peut-être aussi parce qu'effectivement je ne pourrais pas participer à la discussion. Je crois que quand on regarde le problème la question migratoire du point de vue de l'Europe, il faut se rendre à l'évidence qu'on sera confronté dans les années à venir avec beaucoup plus de migration. On a, et ça a été dit, du changement climatique qui crée des conditions terribles, surtout dans ce qu'on appelle le Sud global, dans notre voisinage immédiat en Afrique, qui prive les gens de moyens de subsistance. Donc il y aura de la migration de ce côté-là. On a des conflits, on a un manque de perspective, surtout chez les jeunes. Donc tout ça, ça va nous amener plus de migration plutôt que moins de migration. Et je pense qu'il il ne faut pas se bercer dans l'illusion qu'on peut construire un mur
autour de l'Europe et prévenir cela. Donc je crois qu'il faut vraiment percevoir cette migration comme sans distinction nécessairement quant à la migration économique, demandeurs d'asile, etc. Donc je crois qu'il faut voir ça comme une opportunité, effectivement, sur un continent qui est en déclin démographique. Et il faut aussi effectivement voir que ce n'est pas une vague insurmontable. On a effectivement, je suis persuadé qu'en tant qu'Union européenne, on a la capacité d'absorption de cette migration-là. Beaucoup de chercheurs le montrent, notamment Esther Duflo, qui montre que c'est une opportunité. La migration est une opportunité aussi en termes économiques pour des pays pour des régions développées comme l'Europe. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'il faudra le voir. Mais pour que ce soit perçu de cette manière-là, et on a dit beaucoup de choses sur ce qui ne va pas, mais il faut justement renforcer les partis progressistes qui ont cette perspective-là sur la migration, qui vont améliorer ce pacte de migration, qui vont le rendre plus humain et beaucoup plus intelligent. Et c'est ça l'enjeu de ces élections européennes. Parallèlement, il faut aussi faire nos devoirs en matière de politique de coopération, où l'Europe doit avoir une politique plus ambitieuse dans les pays, mais aussi en tant qu'Européens. Et je sais que vous voulez me couper, mais vous ne m'entendrez plus par la suite, donc je vais m'arrêter là, mais je tenais quand même à dire cette position de principe. Merci. Merci. Madame Semedo, s'il vous plaît. On va peut-être libérer M. Fayot déjà. Désolé. Non, je comprends. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est vraiment j'ai cette obligation familiale. Merci d'être venu. Voilà, Madame Semedo, s'il vous plaît. Oui, donc la question c'était la réforme de Dublin avec ce pacte migratoire et d'asile. On a au moins mis des régulations claires qu'on a mis avec le mécanisme de solidarité obligatoire à respecter par les États membres. Et encore une fois, je souligne pour le respect des droits humains. Il prévoit aussi le contrôle d'instances indépendantes des autorités du pays membre, comme l'Ombudsman ou des organisations humanitaires, etc. C'est important, c'était important pour l'Union. Nous, on défend les droits fondamentaux de tout le monde. Et aussi pour nous, et pour Focus, la migration, c'est rien de négatif. La migration a toujours eu lieu sur ce continent et dans le monde, et surtout ici au Luxembourg. Aussi, des Luxembourgeois ont émigré du Luxembourg vers d'autres continents. Donc, c'est une partie intégrale aussi de notre identité luxembourgeoise et européenne. Et le seul truc, c'est qu'il fallait trouver un accord entre 27 pays membres pour pouvoir voir qui a vraiment besoin de protection internationale et qui pas. Et on ne veut plus qu'il y ait des gens avec leur famille, leurs enfants, qui se mettent en danger sous la voile de demandeurs d'asile pour venir en Europe. Et donc, il faut trouver d'autres solutions pour les accueillir de manière légale et sans danger, sans avoir les milliers de morts dans la Méditerranée. C'est ça qu'il faut aller arrêter, et c'est pour ça que nous, on appuie là-dessus de créer plus de voies et de possibilités légales d'entrer à l'Union européenne. Parce que c'est un fort si on veut le faire de façon légale, mais c'est là où on doit, maintenant qu'on a le pacte, où on doit travailler dessus. Et bien sûr, comme M. Fayot a dit, améliorer la coopération, la politique de développement et, chez nous aussi, la politique de migration. C'est un des grands sujets
dans le prochain mandat, et c'est là qu'il faut avoir des représentants luxembourgeois qui assurent cela. Mais croyez-moi, ce n'était pas facile de trouver cette décision, mais il fallait le faire. C'était un moment, soit on prend une décision ou on ne prend pas. Nous, Renew, on a choisi de prendre une décision pour avoir un contrôle dessus, aussi pour faire taire l'extrême droite qui dit « Ah, l'Europe ne sait rien faire ». Ils ne sont pas capables. Et c'est ça. La gauche et les Verts, ils ont décidé de laisser le status quo, mais ils n'ont pas eu la majorité, heureusement. Merci beaucoup. Madame Jampolskaya, je vais y arriver. Merci. Merci, oui. Oui, pour nous, des Links, c'est très clair qu'il faut abroger l'accord de Dublin, parce que c'est horrible. Il faut le remplacer par un système de répartition solidaire et équitable. Par un système qui respecte les droits fondamentaux, un système où il n'y a plus d'expulsion et de déportation forcée, un système qui est basé sur les préférences et les besoins des demandeurs et demandeuses d'asile, un système qui tient en compte les choix de la personne, ses attachements familiaux, ses compétences linguistiques, leur profil professionnel. Il faut vraiment leur promouvoir l'intégration et éviter l'exclusion. Voilà. Merci. Madame de Groot, s'il vous plaît. Bien sûr, je pense que pour moi, c'est une évidence. La migration, c'est une richesse. Ma mère, elle a migré en Europe. Voilà, elle s'est mariée avec un luxembourgeois. Je suis le résultat de ça. Et il y a beaucoup de gens comme moi, filles d'immigrés, qui contribuent aussi à notre société européenne et qui font à ce que l'Europe, elle est qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Du coup, pour moi, c'est une évidence qu'on donne le choix et la possibilité à tout le monde de rêver d'une vie meilleure et aussi de plus de possibilités. Et je trouve aussi, surtout dans les questions de migration, que souvent on a un peu les double standards, que dans une direction, la migration c'est OK, l'autre direction, on fait un peu de problème. Du coup, pour moi, c'est une évidence que le choix du migrant doit être considéré et qu'il doit être libre aussi à choisir où il veut aller et pour quelles raisons il veut y aller, soit parce qu'il n'a pas le choix, mais aussi pour ceux qui veulent une vie meilleure et qui veulent venir travailler ici notamment. Et la deuxième, pour revenir, parce que je n'avais pas répondu à la question d'avant, il y a l'unité familiale, c'est très important. Juste pour dire ça c'est absolument un oui par rapport à cette question. Et aussi pour ma conclusion, il fallait trouver un accord. Nous, on partage certaines idées, mais en politique, il faut se mettre aussi avec des gens qui sont d'opinions opposées, confronter aussi ces gens-là qui ne mettent pas la solidarité en premier plan. Et il faut savoir aussi, pas se mettre de leur côté, mais savoir discuter avec eux et trouver un compromis sans compromettre nos valeurs. Ce pacte n'est pas parfait, mais c'est un début, ça va être mieux ce qu'on avait avant. J'espère avoir des États membres qui vont prendre plus de responsabilités, et s'ils ne le prennent pas, on va devoir les forcer parce que c'est notre devoir de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Alexandre Château-Ducot. Oui, c'est vrai, les députés avaient le choix dans ce vote. Ils avaient le choix entre la peste et le choléra, entre Dublin ou ce qu'on nous propose maintenant. Donc c'est sûr qu'il y en a qui ont fait leur choix. J'entends la voie légale de l'immigration. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur, parce que la voie légale, qu'est-ce que c'est ? C'est le choix des gens, le choix des personnes. Quel métier fais-tu ? Ah, j'en ai besoin ici. Ah, on a besoin d'infirmières au Luxembourg. Si tu es une infirmière formée en Inde, par exemple, ben, tu seras la bienvenue. Surtout, on pourra te payer peut-être sûrement un peu moins cher que si tu n'as pas un statut vraiment européen. Le vrai problème, il est
de transférer les richesses créées en Europe. J'ai expliqué pourquoi l'Europe était si riche, de façon historique. Et il faut les transférer localement. Les migrants, à part si c'est vraiment des migrants qui sont martyrisés pour leur choix politique, ou parce qu'il y a des conditions de guerre, etc., la majorité, c'est des migrants économiques. Tous ces migrants économiques, ils ne veulent pas venir en Europe parce que c'est un choix personnel. Ils préféreraient être chez eux, à développer, et ça on le voit très bien dans les études locales des gens qu'on interroge, ils préféreraient développer leur pays localement, de là où ils viennent, plutôt que de franchir toutes ces frontières au péril de leur vie pour venir en Europe. Donc c'est vraiment un échange qu'il faut élaborer. On parlait des politiques de développement, mais c'est fois 100, fois 1000, fois 10 000 qu'il faut faire pour que le développement des pays tiers soit à la hauteur de notre propre développement, pour que chacun puisse vivre là où il est né. C'est très simple. Chacun doit vivre là où il est né. S'il veut migrer par choix personnel, vous verrez que la proportion va tomber très rapidement. Il pourra migrer, puisque c'est sa volonté, mais on doit accentuer les politiques de développement. C'est le nœud de la question. C'est ça le nœud du problème. Merci. J'avais oublié tout à l'heure. Oui. Madame Wissler-Lima, s'il vous plaît. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir trouver un accord sur un point avec l'orateur précédent, mais je suis bien d'accord que les politiques de développement peuvent être l'une des solutions. Je vais parler de manière vraiment très très franche. J'estime qu'il faut tenir compte du choix de la personne. D'ailleurs, peut-être qu'on peut ne pas seulement critiquer de tout point de vue le pacte. Le pacte prévoit que si un membre de la famille se trouve, et je lis, se trouve dans un autre État membre, cet État peut devenir le responsable du traitement de cette demande d'asile. C'est vraiment prévu que ce soit le cas. De même, si vous avez quelqu'un qui a étudié dans un pays de l'Union européenne et qu'il veut ensuite faire sa demande pour venir donc, dans l'Union européenne, eh bien que ce soit ce pays-là qui traite sa demande. Et puis, moi je trouve que c'est déjà, au moins, on a réussi à mettre certains points dans le pacte qui tiennent compte de cela. Maintenant, les points ont été évoqués et moi je voudrais quand même quelque part le soulever. Quand on dit tenir compte donc pour tous les migrants des choix qu'ils vont faire, nous savons pertinemment qu'il y a des pays qui ne vont pas être choisis par les migrants. Si vous regardez les chiffres, vous avez donc, j'ai les chiffres d'Eurostat en 2022, il y a eu 5,1 millions de personnes qui sont venues dans l'Union européenne, 2 millions sont allés en Allemagne, 1 250 000 en Espagne, 431 000 seulement déjà en France et 411 000 en Italie. Ça fait un total de 60% d'émigrés. Or, on a 27 pays et je trouve que dans une Union européenne, tous les pays ont à être solidaires. Et il faut qu'on trouve moyen que ce qui leur est offert dans les différents pays soit aussi attractif. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis moi-même immigrée. Donc le sujet, parler de ce sujet est tellement délicat et à chaque fois que nous soulevons un certain nombre de situations, c'est comme si on était en train de vouloir faire du mal aux immigrés. Or, d'un autre côté, on dit aussi que l'extrême droite, telle qu'elle s'est développée, elle se développe sur des peurs. Fondées ou infondées, ça n'a aucune espèce d'importance dans ce cas-là. Mais elle est fondée, mais elle se développe aussi là-dessus. Or, aujourd'hui, nous devons aborder les sujets et les aborder de manière franche. Ce n'est pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Moi, je crois qu'un grand nombre des problèmes qui sont là, je suis vraiment convaincue qu'un grand nombre des problèmes que nous avons, c'est parce que nos politiques d'intégration n'ont pas été à la hauteur.
Merci. Mais les problèmes sont vraiment réels. Et il faut que nous puissions, sans polarisation, parce que c'est ce que veulent faire ceux qui veulent détruire nos démocraties, mais sans polarisation, parler des difficultés, parler de ce qu'on peut faire. Merci, merci beaucoup. Madame Bernard, s'il vous plaît. Oui, dans pas mal de sociétés, une tendance de rejet de migration et des migrants est en train de se créer. Et effectivement, si en Italie ou en Espagne, en Grèce, il y a des localités ou des communes qui sont débordées, où il n'y a pas d'encadrement sérieux et où il n'y a pas un accueil digne, les gens tombent dans la marginalisation et il faut prendre en sérieux. Et le système Dublin est clairement dysfonctionnel et il n'a pas offert des solutions par rapport à ces communautés qui ont été vraiment laissées seules par rapport au reste de l'Union européenne. Mais je pense aussi que ce nouvel système AMMR, comme on l'appelle, a aussi failli de proposer une meilleure alternative. Il se concentre plus sur la coopération avec des pays tiers comme la Tunisie qu'un réel mécanisme de solidarité, et on a déjà en parlé. Je peux que ressouligner, l'Europe forteresse, elle n'a pas fonctionné et elle ne va pas fonctionner à l'avenir. On va toujours avoir des mouvements des personnes à cause des guerres, à cause de la crise climatique, et j'aimerais vraiment qu'on se concentre plus sur une bataille contre ces raisons de fuite que sur des migrants en soi. Et en plus, je pense qu'on est là, peut-être on peut tous être d'accord, on a besoin d'une migration vers le Luxembourg, vers l'Europe. Il faut que nous travaillions sur des bases légales, sur des voies légales pour l'immigration. Et je pense que là, par rapport à notre démographie, et ça a été déjà dit, il faut trouver des solutions, mais la stigmatisation n'est pas parmi des solutions concrètes. Je pense que là, on a encore du travail à faire. Merci. Monsieur Flan, pour finir, s'il vous plaît. D'accord. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Est-ce que, si je reviens sur la question, l'accord de Dublin, le problème qu'on a eu en Europe, c'est qu'il manquait une solidarité. C'est-à-dire, le problème de migration, si on peut dire problème, hein, je veux dire la migration, c'est qu'on a un peu laissé tomber les pays qui sont, où les migrants, ils ont voulu passer la frontière, comme l'Italie, la Grèce et tout ça. Donc, il manquait une certaine solidarité européenne. Donc maintenant, pour dire, est-ce que l'accord de Dublin est ou n'est plus d'actualité, on peut dire qu'il y avait beaucoup de failles là-dessus, mais est-ce que avec le pacte, on améliore l'accord de Dublin? Sur certains points, je suis peut-être d'accord, mais il y a toujours la problématique de centres de rétention et de toutes ces autres choses horribles que je ne vais pas répéter de nouveau. Je vous donne raison qu'il faut identifier le problème, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut fuir son pays volontairement. Donc, et moi, pour moi, personnellement, je trouve qu'une migration, c'est une bonne chose. Et actuellement, sur la place publique, on n'en discute pas assez. Il n'y a pas trop de débats, pas trop de discussions. Là, le pacte, il a été décidé, mais je veux dire, on n'en parle pas trop. Moi, personnellement, je ne vois pas qu'il y a vraiment des grandes discussions sur la place publique. Et pour le développement, je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait, je veux dire, identifier le problème, et puis avec le développement, c'est identifier pourquoi les gens y fuient leur pays, à cause de qui et à cause de quoi. Donc, c'est pas toujours une guerre, c'est peut-être aussi des gens qui fuient parce qu'ils ne trouvent pas de travail, qu'ils n'ont rien à manger, ou il y a encore la migration, je trouve pas toujours les mots, et insoutenable. Donc c'est ça, en fait, aussi le sujet à discussion qu'il faudrait faire au futur.
Donc là, maintenant, personnellement, je ne trouve pas que le pacte actuellement, tel qu'il a été décidé, soit la bonne solution. Donc, merci à tout le monde. On a réussi à faire toutes les questions qu'on avait prévues dans 2 heures, mais on ne va pas vous retenir ici au-delà de minuit. Donc, en principe, nous prendrons 2 ou 3 questions du public, si possible pas plus, et nous vous prions surtout d'être très concret s'il y a des choses que vous voulez demander, si c'est des demandes pour tout le monde ou si c'est des demandes précises à quelqu'un. Est-ce qu'il y a... Nous avons par là, et après, 1, 2, 3. Okay. Alors moi j'ai une question pour vous. J'ai connu quelqu'un qui est d'origine d'Angola, donc il a des papiers portugais, il a réussi... Merci. Il a réussi à avoir des papiers portugais, donc il travaille ici au Luxembourg. C'est une personne qui se lève tous les matins pour aller travailler, donc il travaille dans le bâtiment. Donc quand il quitte son travail, donc il n'a pas de maison où aller, alors qu'il paye des impôts. À chaque fois qu'il va taper dans la porte d'une assistante sociale ou quoi, il ne trouve aucun qui puisse l'aider. Alors je vous demande, comment allez-vous faire par rapport au logement? Parce que si il y a tellement de gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui n'ont pas de logement, qui vivent, par exemple, au Findel ou ailleurs, excusez-moi, mais il y a quand même un problème. Alors, quelle solution? Il y a une deuxième question là, une grande question et après... Merci. Toute cette question est évidemment difficile et complexe et on ne peut pas y répondre en 1, 2, 3 minutes et vous avez fait un exercice particulièrement audacieux. Alors moi, mon sentiment général, c'est que quand on veut, on peut. Quand il y a eu 1 million de Syriens qui sont arrivés en Allemagne, ils ont été accueillis et on a pu le faire. Quand il y a eu 4 millions d'Ukrainiens qui arrivent, on peut le faire. Mais pour tout le reste, on a le sentiment qu'on ne peut pas. Et je ne comprends pas, moi, peut-être je suis trop bête, mais je ne comprends pas pourquoi parfois ça marche et souvent ça ne marche pas. Prochaine question. Oui, voilà. Je voulais poser plusieurs questions, mais je vais me limiter à une petite question. Je suis un peu déçu de ce qui se passe actuellement. Je croyais ne pas vivre ça de ma vie, d'entendre nos élus, nos députés, surtout européennes, que nous avons voté ce pacte, alors qu'on dit très bien qu'entre la peste et le choléra, moi j'aurais choisi le médicament. Je n'aurais pas choisi la peste, je n'aurais pas choisi le choléra. Je salue ici les Verts, Madame Tilimès, qui a pris son courage et n'a pas voté ce pacte parce que ce pacte est irrecevable et inhumain. Voilà ce que je voulais dire. Et là, je suis vraiment déçu. Je croyais ne pas voir ça de mon vivant et je suis en train de le voir. Vous faites vraiment le jeu de l'extrême droite. Merci. Ok, vous avez maintenant l'opportunité, si vous souhaitez, de dire quelque chose. Si je peux, tout court. On commence avec madame. Bon, comme c'était seulement les 3 questions, je vais vraiment essayer de répondre parce que bon, M. Fayot est parti, mais moi j'avais effectivement aussi dans mon agenda 21h et il va falloir que je parte ensuite. Mais je voudrais quand même ne pas partir sans avoir au moins abordé les 3 questions. Donc la première, sur le logement, je crois que c'est notre grand drame de ne pas... Oui, je suis désolée, je peux rien dire d'autre. Je n'ai pas de solution là à vous présenter et je crois que vous aviez un gouvernement avant, vous avez un gouvernement
aujourd'hui qui est un peu différent. Vous avez donc, et les solutions, on ne les a pas trouvées. Je crois qu'à Luxembourg, il y a beaucoup d'aides qui sont données, mais probablement pas suffisantes. Et nous devons travailler à résoudre le problème du logement. Et je crois que les uns avec certaines méthodes, les autres avec d'autres, c'est un problème qui est vraiment considéré comme crucial. Je suis désolée de ne pas pouvoir dire plus. J'aimerais pouvoir dire plus, je ne peux pas dire plus. Maintenant, pour ce qui est des Syriens et des Ukrainiens qu'on a accueillis et d'autres qu'on n'accueille pas, nous avons à des moments donnés des énormes crises où les personnes viennent de manière extrêmement massive. Je crois que personne n'aura oublié les images qu'on avait vues des Syriens qui étaient derrière des barbelés. Et Madame Merkel a beaucoup été critiquée. Elle a peut-être aussi perdu des élections à cause de cela. Mais elle a eu le courage de dire « Wir packen das ». Et je crois que je suis en train d'avoir la chair de poule. Quand certaines situations, elles se passent vraiment à nos frontières arrivent, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que d'effectivement ouvrir les portes. C'est comme, à moins de je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre en les ayant là. D'autres ne voulaient pas le faire, mais je crois que c'était la bonne décision qui a été prise. Nous avons ces barrages aux frontières comme des frontières que nous avons partout dans le monde. Peut-être qu'il faudrait changer tout cela. Mais pour le moment, la façon dont le monde est organisé, je crois que c'est très compliqué de tout simplement éliminer les frontières. Or, je ne vois pas vraiment beaucoup de solutions en ce moment. Quand vous avez une Union européenne qui fonctionne comme elle fonctionne avec 27 pays différents et qui ont encore aussi des décisions nationales à prendre. Le Luxembourg a été très généreux, il a une attitude très large par rapport à l'accueil. Maintenant, ce n'est vraiment pas l'idéal. D'une manière, comment dire, d'une manière qui se met au-delà de la réalité concrète de ce qui se passe dans un pays ou dans un autre. Comment dire d'ailleurs qu'une personne ne peut pas bouger d'un endroit à l'autre? Mais c'est aussi ce qui est, pour nous, c'est la même solution si nous allons ailleurs. Je suis en train de parler trop longtemps, je m'en rends bien compte, excusez-moi. La seule chose, si vous me permettez, que je n'accepte pas, mais c'est moi, c'est pas, je vous entends, mais je ne peux pas être d'accord quand vous dites que nous faisons le jeu de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle a voté contre ce pacte. Donc, je ne pense vraiment pas qu'on ait fait le jeu de l'extrême droite. Il y avait l'extrême droite, il y avait l'extrême gauche qui avait voté contre le pacte, il y avait les Verts qui ont voté contre le pacte. Ils n'ont pas voté pour les mêmes raisons contre le pacte, mais l'extrême droite a voté contre ce pacte. Donc, ce n'est pas faire leur jeu que de le voter. Merci, excusez-moi d'avoir été aussi long. Merci Isabelle d'avoir évoqué un peu le résultat des votes. Et merci aussi pour votre critique, bien que je ne suis pas du tout d'accord. Les Verts, ils ont négocié, ils étaient part de négociations. Et à la fin, ils votent contre. Bon, c'est à eux. Pour moi, c'était une question. Est-ce que je prends une position, oui ou non? Les Verts ont pris Tilly Metz a pris la sienne. Moi, j'ai pris la mienne, Isabelle a pris la sienne aussi. Et c'est comme ça, la démocratie, et c'est pour ça, nous on dit, et surtout, moi je me disais, est-ce qu'on prend une décision maintenant, oui ou non? Moi, je suis en faveur, bien que beaucoup de parts sont à discuter respectivement, ne sont pas idéales, mais il faut prendre une décision ainsi pour pouvoir
pour tous ceux qui demandent de l'asile, qui fuient la terreur, la guerre et plus, et la possibilité d'entrer à l'Union européenne. Et comme j'ai dit juste avant, c'est de voir et de trouver d'autres moyens pour tous ceux qui désirent soit, OK, il y a, comme j'ai aussi rappelé, la raison pourquoi mes parents ont émigré du Cap-Vert dans les années 75. Il y en a aussi d'autres, par exemple au continent africain, qui veulent aussi immigrer pour des raisons où nous aussi, on a notre responsabilité comme Union européenne, en coopération, en développement, et de voir ainsi que les situations dans ces pays membres, dans ces pays tiers s'améliorent, que la démocratie s'améliore, et les droits pour tout le monde, et aussi les chances. Mais la migration fait part de notre histoire ici, de l'Europe, et donc il faut trouver des moyens, ainsi que tout le monde qui désire quand même venir en Europe le puisse faire sans se mettre soi-même ou ses enfants en danger. C'est tout ce que je peux dire. Mais il fallait trouver une solution afin aussi de soulager d'une façon ces pays membres qui sont à la frontière, à la front line, et où les capacités n'étaient plus assez. Et donc, ici, on fait aussi le choix, honnêtement, beaucoup de migrants, disons, choisissent la France ou l'Allemagne. Mais j'ai été invitée par le Conseil européen, la présidence espagnole en Espagne, pour parler sur les plans d'action contre le racisme, parce que aussi l'Espagne était consciente qu'avec la migration, surtout vers la Méditerranée, ça a créé un déséquilibre, disons, des préjugés. Il faudrait les combattre, et là je suis quand même très fière que les Espagnols, ils ont reconnu, c'est là qu'il faut travailler sur le vivre ensemble, pas seulement dans une commission, mais vraiment au plan national, et agir proactivement pour sauvegarder la paix sociale, et ça c'est important aussi pour moi. Oui, merci. Juste très rapide, alors moi je ne suis pas un homme politique. Ça me permet d'être libre dans mon discours et de ne pas pouvoir mettre dans le même panier et l'extrême droite, et la gauche radicale, et les Verts. Ça, c'est juste le point. Donc, pour le logement, bon, ce n'est pas une compétence européenne. Moi, je me place dans une élection européenne, donc je ne peux pas discuter des politiques nationales. Ce n'est pas mon rôle, ni ce soir, ni dans ma position. Bon, j'ai quelques idées, notamment d'un grand plan européen justement de construction, et notamment de construction écologique, et du vertical, puisque c'est le moins d'empreintes possible au sol. Enfin bon, il y a plein de solutions pour relancer le logement, et ça peut être tout à fait un programme européen, un grand programme, un New Deal sur le logement, parce que le logement, il est partout. Le problème est partout. Pour les étudiants, pour les travailleurs pauvres, etc. Donc c'est un... Et juste pour la question de pourquoi, moi je pense savoir pourquoi. C'est qu'il y a un racisme larvé. Il y a des bons migrants et puis il y a des mauvais migrants, surtout quand ça se voit sur leur peau. Je vais essayer de répondre très brièvement à votre remarque par rapport au logement, mais on est tout d'accord qu'on peut organiser une table ronde juste sur ce sujet. Je comprends votre frustration. Notre solution à nous, et évidemment, ce n'est pas la seule qui est parfaite, mais mon parti a dit, et dit encore, qu'il faut davantage investir dans le logement public, étatique, communal, pour se battre contre la spéculation et contre un marché privé qui n'a pas assuré des réponses adéquates. Il faut travailler ensemble, mais il faut aussi agrandir le parc immobilier étatique et public. Ça prend du temps, et évidemment, je comprends que les frustrations grandissent et qu'on n'a pas des résultats vite, mais il faut soutenir les locataires, il faudrait investir dans le public. Une remarque que je voulais faire, j'étais bénévole pour la Croix-Rouge, j'ai accompagné pas mal de bénéficiaires de protection internationale
au marché immobilier en tant que bénévole. J'étais avec eux lors des visites des propriétaires privés et j'étais vraiment souvent face à un racisme qui était là. Ah, mais ils me prenaient à part. Ah, mais ils viennent d'où ces gens? Est-ce qu'on a les garanties? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils peuvent payer? C'était des bénéficiaires, il y avait des masters, des degrés, mais c'était vraiment une culture de « Ah, mais eux, ils ont l'air différents que nous, on ne fait pas confiance ». Ça, c'est le risque qui peut avoir lieu davantage sur le marché privé, d'autant plus raison pour nous d'investir dans le marché public où on peut quand même avoir des critères moins fluctuants que dans cette situation. Je pense que c'est une réalité où beaucoup de gens qui cherchent des logements font face. Il y a des gens de bâtiments avec des appartements dedans. Et c'est des années. Bon. Le débat sur le logement, on l'a fait il y a un mois. Mais on peut on peut le refaire, sans le moindre doute. OK, si vous le voulez bien, nous souhaitons une fois de plus beaucoup de chance à tous les candidats. Maintenant, il en reste justement 6, ce qui est parfait. Et alors, nous vous souhaitons aux 6 candidats restants toute la chance du monde dans les élections du 9 juin. Et maintenant, vous êtes cordialement invités à notre vin d'honneur et au minéral d'honneur aussi, qui nous accompagne là. Un grand merci à tous.